D'abord, moi, je dois remercier le docteur Salle, président de l'Association des anciens combattants de CEIAC, et Pierre Franchère, député européen honoraire, qui m'ont dit qu'ils auraient été bien heureux de venir participer à cette évocation. Et donc, ils sont tous les deux aux obsèques de la grande résistance André Lurs à Malmö. Donc j'ai le micro et je vais en profiter un peu en racontant d'abord un peu ma vie. Comment j'ai rencontré le déserteur et le brigadier. Alors voilà, j'étais en bonne relation avec ceux que les CIACois connaissent encore, qui était Chalot. Chalot était un militaire de carrière qui travaillait un peu au collège. Et on bavardait beaucoup tous les deux. Et c'est lui qui m'a expliqué que un de ses parents, disons du côté de sa mère, d'Ébury, il n'arrivait pas à savoir s'il était mort. Là. Et donc vers les années 2000. Donc là, on s'est posé des questions, j'ai cherché d'un côté de l'autre, et j'ai eu la chance d'avoir affaire à Gilles Quincy, qui m'a dit on va essayer de trouver la solution de cette énigme. Et effectivement, on a fini par la trouver. Alors peut-être qu'il serait bon que je vous parle d'abord de 1917. 1917, pour nous, pour les Corésiens, eh bien c'est lié à Nivelles que nos amis tullistes étaient très heureux de considérer que c'était un tulliste. Il était né à Tulle. Lui s'en rappelait pas, mais les tullistes s'en rappelaient. Alors, donc, Nivelles, c'était, pour Joffre, Foch et Clémenceau, c'était le vainqueur de Verdun. Et il est resté jusqu'au lendemain, le vainqueur de Verdun, jusqu'au lendemain de l'affaire du chemin des Dames, où il avait décidé d'attaquer en masse avec tous les moyens disponibles pour emporter le front en 2 ou 3 jours. Tout allait marcher bien, et ça a marché, bien sûr, un peu moins bien. Côté anecdote, disons qu'il avait inclus dans les troupes qui attaquaient au moment du chemin des Dames, il avait inclus une partie du contingent russe, une partie des 5 brigades de 10 000 hommes chacun, que le pouvoir Painlevé avait réussi à négocier avec l'empereur Nicolas II, et il devait même venir jusqu'à 1 500 000 Russes en échange de fusils qui auraient permis d'armer les troupes russes qui n'avaient pas d'armement pour continuer à tenir le front de l'Est. Alors, donc, il a été considéré comme le vainqueur de Verdun jusqu'à ce moment-là, et après que dans, disons, les troupes qui avaient subi d'énormes pertes, eh bien, apparaissent la chanson de Craonne. La chanson de Craonne, qui est interdite d'ailleurs, il est interdit de la chanter, et la chanson de Craonne disait en particulier que nous sommes tous des sacrifiés, nous sommes des... nous sommes, disons, oui, des sacrifiés. Voilà. Alors donc, notre Nivelles, une fois qu'il a été considéré comme défaillant, eh bien, les soldats en particulier, on leur a expliqué que le vrai vainqueur de Verdun, c'était le maréchal Pétain. Et donc, à partir de ce moment-là, Nivelles, le tulliste,
n'était plus le héros, disons, sans tâche, mais ils ont continué quand même à le considérer comme quelqu'un de premier plan. Mais seulement en Nivelles, il a fini par être victime un peu de ses erreurs, disons, ces erreurs qu'il ne considérait pas forcément comme des erreurs, puisque lui, le matériel humain n'avait pratiquement pas de prix, quoi. Il fallait l'utiliser et puis c'était tout, quoi. Et alors donc, parmi les 4 généraux en chef qui étaient en fonction, eh bien, il n'y en a eu que 3 qui ont été nommés maréchaux. Il y a eu Joffre, Foch et Pétain. Donc, Nivelles a passé à côté et bon, ça n'est pas trop mal tiré quand même parce qu'il est mort dans son lit tranquillement. Il a eu droit à des funérailles nationales, de même que Joffre. Et notre cofondateur de la RAC, Henri Barbus, disait que l'hommage rendu à Joffre était une injure pour tous les morts de la guerre. Alors donc voilà où nous en sommes en 1917. Revenons un peu sur, disons, la participation des brigades russes à l'offensive et au désastre du chemin des Dames. Les troupes russes avaient appris qu'en février, le tsar Nicolas avait été blackboulé, on l'avait éliminé, et que le soviet de Petrograd, à ce moment-là, avait pris un décret comme quoi il fallait partout créer des comités de soldats et des comités d'ouvriers, et pour participer néanmoins à l'attaque du chemin des Dames, une des brigades s'est réunie et a décidé à une faible majorité de participer au combat, à condition qu'après ces combats, ils soient rapatriés en Russie, ce qui n'a pas été le cas. Bon, alors là, en 1917, eh bien, c'est l'époque où il y a il y a des mutineries, il y a des mouvements divers, mais il y a aussi de nombreux déserteurs. Et j'ai relevé et affiché, vous pourrez le voir là, dans le Corrézien, qui était un quotidien de l'époque, le Corrézien républicain, une bonne partie des déserteurs qui avaient été arrêtés en Corrèze. Là. Alors il y a toutes les réactions diverses, là, ici, vis-à-vis de ces déserteurs. Là, en particulier, oui, alors donc, il y a tout un tas d'appréciations. Par exemple, j'en ai noté une qui dénotait bien le climat de l'époque. C'est à Cambresol, dans les déserteurs, dans l'édition du 22 janvier 1917, Cambresol, Estrade Jean, soldat de la classe 17 appartenant au 7e régiment d'infanterie, porté manquant aux appels depuis le 24 novembre 1916, était recherché. Son père a déclaré ces jours derniers qu'il se serait réfugié en Espagne, où il travaille dans une usine métallurgique, et d'où il écrit « Le malheureux père a déclaré qu'il aimerait mieux savoir son fils mort que déserteur, et qu'il ferait son possible pour découvrir le lieu exact de son refuge, afin d'aller le chercher et de le faire revenir à son poste. » C'est une réaction qui dénote, disons, le climat quand même, qui fait que la désertion n'était pas bénie forcément même quelquefois de la troupe en particulier, parce que les gars disaient, bon, mais si ceux-là sont morts, c'est nous qui allons payer à leur place, quoi. Et puis, mais il y en a beaucoup où on ne fait pas de commentaires. On n'a aucun commentaire sur la façon dont ces déserteurs sont arrêtés. Mais enfin, il y en a une belle flopée, vous pourrez le voir là-bas dans ce que j'ai affiché. Et je l'ai encore là, ici. Alors, autre chose, toujours sur l'état d'esprit
de cette époque. En particulier, j'ai ici une page, je pense que c'est une page d'un manuel d'histoire Istra qui doit dater sans doute des années 1950 encore. Alors la façon dont il raconte la guerre de 14 est assez spécifique, quoi. Bon, il raconte les faits, que, en particulier la retraite, c'était pas un sauve-qui-peut, alors que c'était pas brillant si on se réfère au... Et bien sûr que Joffre avait sauvé la France en peu de jours et que les Allemands reculaient de 400 km. L'invasion était arrêtée, la France était sauvée. C'était la victoire de la Marne. Alors donc, ensuite, on parle de Clémenceau. Clémenceau fut chargé de gouverner la France. C'était un énergique vieillard de 76 ans. Ce patriote républicain parut le seul capable de mener la lutte. « Je fais la guerre, dit-il en prenant le pouvoir. Les traîtres sont punis de mort, les défaitistes sont emprisonnés. Au jour de la victoire, les assemblées proclament que Georges Clémenceau a bien mérité de la patrie, oui, puisqu'il a prolongé la guerre au moins d'1 an, quoi, à partir de où. Parce qu'il expliquait que finalement les sacrifices qui avaient été faits jusqu'ici méritaient quand même d'être récompensés, il fallait aller jusqu'au bout. Alors, arrivons à notre déserteur. Notre déserteur, eh bien, à partir de certains articles qui ont été publiés en 1917, le mois de mai 1917. Alors, je pense qu'il vaut mieux que je vous en donne connaissance. Hein. Bon, le titre d'abord. Le premier titre concerne le vendredi 26 janvier. Seillac, déserteur arrêté. La gendarmerie de Seillac a arrêté et conduit à Tulle, devant les autorités compétentes, le soldat déserteur Jarige. Nous croyons savoir qu'il aurait fait rébellion au moment de son arrestation. Donc, le Corrézien du 10 mai 1917. Un déserteur blesse grièvement un gendarme. Un déserteur nommé Jarige du village de Vernéjoux, commune de Chamboulive, lequel est déjà un récidiviste du genre, s'est enfui de son poste au front avec armes et munitions. Il s'est enfermé chez lui. Les gendarmes étant venus pour l'arrêter, il a fait contre usage de ses armes, déchargeant presque à bout portant son fusil sur le brigadier qui a eu la jambe brisée. On l'a transporté à l'hôpital de Tulle, où l'on va procéder à l'amputation du membre blessé. Les détails manquent, nous le ferons connaître ultérieurement. Et donc, il y a un commentaire. On se demande ici si ce déserteur n'est pas atteint d'un dérangement cérébral que produit l'enfer de la bataille. Car s'il lui reste une lueur de raison, il doit bien comprendre qu'il n'échappera pas longtemps au châtiment qui l'attend. Le colonel, commandant d'armes et le commandant de gendarmerie sont partis sur les lieux. La troupe y est depuis hier. Le lendemain, le 11 mai 1917, le Corrézien s'est sans doute renseigné et sous le titre encore « Le déserteur meurtrier ». Ainsi que nous l'annoncions hier, les soldats envoyés pour prêter main forte à la gendarmerie cernèrent la maison où s'était enfermé à Vernéjoux, commune de Chamboulive, le déserteur Jarige, qui avait tiré sur le brigadier Dutheil. Vers 10 heures hier, il sortit brusquement de la maison et se précipita, baïonnette au canon, sur la troupe pour essayer de franchir le cercle et se sauver dans un bois. Mais un soldat tira sur lui, il fut blessé au bras et on put alors s'emparer de lui. Il a été aussitôt conduit à l'hôpital de Tulle, où il est bien gardé en attendant d'être à Limoges. Le déserteur Jarige est le même qui avait déserté il y a 2 ou 3 mois. Il avait été arrêté au même endroit à Vernéjoux, dans sa grange, par le même brigadier qui vient d'être sa victime. Au moment de sa première arrestation, il était armé d'un revolver et d'une fourche dont il menaçait les gendarmes. Mais le brave brigadier Dutheil fut assez heureux pour le saisir avant qu'il eût pu faire usage de ses armes. Jarige fut envoyé au front, d'où il venait de s'échapper encore cette fois armé d'un fusil de guerre et de cartouches.
Quand le brigadier, après avoir ouvert la porte du local où le déserteur s'était enfermé, se précipita à l'intérieur pour le prendre, le forcené, caché derrière la porte, lui tira un coup de fusil à bout portant, lui brisa la jambe, ainsi que nous l'avons dit. Le malheureux brigadier Dutheil, transporté à l'hôpital de Tulle, y a subi l'amputation. Malheureusement, une hémorragie s'est produite. Il est mort ce matin. C'est une victime du devoir, comme il y en a beaucoup dans l'arme de la gendarmerie. Nous vous proposons dans un prochain article de rendre un juste hommage aux gendarmes, etc. Alors donc, voilà la façon dont on a traité journalistiquement cet acte de désespoir. Alors là, à partir de ce moment-là, on a surtout, bon, ce qui est normal, rendu hommage au brigadier de gendarmerie Dutheil, disons, qui est mort en service commandé. C'était tout à fait normal. Et on l'a honoré, on lui a rendu hommage en particulier en apposant d'abord une plaque sur l'ancienne gendarmerie. C'est le 21 juin 1921. Alors donc il y a eu le rassemblement des anciens combattants, des mutilés de guerre, et on a cité tout ça, ce qui se passait, ce qui était passé. On a cité les faits et on a cité le courage, la détermination du brigadier, et puis on n'a pas dit grand-chose sur le déserteur qualifié de meurtrier. Et ce déserteur qualifié de meurtrier, il a disparu un peu de la circulation. On en a encore parlé lorsqu'on a inauguré la dernière caserne de gendarmerie qui a porté le nom de Dutheil. Là, c'était en juin 1971, donc il n'y a pas très longtemps. Et le commandant Alain Michon, qui a fait qui a rendu hommage encore une fois au brigadier, a précisé qu'en ce qui concernait le criminel, dis donc, eh bien, on ne savait pas, l'histoire ne disait pas ce qu'il était devenu. Alors c'est pour ça que là, avec Gilles, on a pu savoir ce qu'il était devenu. Alors, rappelons quand même que la gendarmerie nationale appréhenda quelques 66 678 déserteurs, entre 14 et 18, dans le cadre de sa mission de police militaire à l'intérieur du territoire. Louis Jarich figurait dans le lot. Donc, elle captura également, durant cette période, quelques 16 204 insoumis. Alors, revenons au déserteur dit meurtrier. Il faisait partie du 10e bataillon de chasseurs à pied et il avait fait toutes les campagnes de ce régiment. Il avait fait là le 3 janvier 1917. Depuis donc une huitaine de jours, le 10e BCP se trouvait au repos à l'arrière en Haute-Saône. Et pour retrouver des forces et aider aux travaux défensifs en Alsace. Le bataillon y resta jusqu'au 17 mai, date de son départ pour le front. Le moment choisi pour sa défection, peut-être elle fut possible parce qu'il était, disons, au repos. Alors, nous ignorons les raisons qui le poussèrent à accomplir cet acte irréparable. Peut-être la discipline était devenue insupportable. Peut-être il avait la crainte de passer en cour martiale après une altercation avec un gradé, et les sanctions étaient assez expéditives à cette époque. Angoisse, dépression, sentiment d'éloignement, bref, ce qui ressemble à un mal du pays. Après avoir subi toutes les fatigues et affronté les pires dangers, il avait eu l'irrésistible impression que ce conflit ne le concernait plus. Il aspirait à retrouver une vie normale auprès des siens qui le réclamaient.
Sa famille vivait dans l'angoisse, bien sûr, comme toutes les familles, du passage du facteur, porteur d'une mauvaise nouvelle. Aussi, il fit l'impossible pour regagner son foyer, ce qui était d'une inconscience totale. Têtu, inconscient de la gravité de l'acte qu'il commettait, surtout par temps de guerre, déserteur résiduiste, puisqu'il abandonna son unité à 2 reprises en 5 mois, Jarige était ému par l'idée devenue obsessionnelle de tenter sa chance, sans trop se soucier des conséquences. Or, c'était pure folie pour ce soldat, dénué de laisser-passer délivré par l'autorité supérieure, que de retourner chez lui à Chamboulise. Toute personne raisonnable en fuite et se sachant recherchée aurait évité de commettre une erreur aussi absurde. Peut-être que Jarige souffrait de ce que l'on appelait alors l'obusite, en anglais shell shock, littéralement choc d'obus. Certains sujets à personnalité fragile développaient des troubles neurologiques ou psychiques après avoir frôlé la mort. Loin des combats, les médecins anglais et italiens préconisaient comme remède le repos complet loin des combats, voire le renvoi des patients dans leur foyer, dès que le pire de la crise était passé, afin de retrouver leur santé. Mais leurs confrères français étaient mal préparés à déceler ces pathologies encore inconnues. Ils soupçonnaient bien sûr ces hommes de simuler la folie pour échapper à la guerre. Dès lors, ces soldats à la santé mentale défaillante devenaient passibles des sanctions prévues par le Code de justice militaire. Alors, prenons par exemple les autres déserteurs. Les autres déserteurs essayaient de ne pas se faire prendre, ne pas, par exemple, rentrer chez eux. Par exemple, Géraudy de Saint-Martial de Gimel-les-Cascades, lui, eh bien, il était entré en clandestinité et tout simplement, il se cachait, il prenait toutes les précautions pour ne pas être pris. C'était son problème. Alors, nous sommes à une période aussi où les gendarmes ne sont pas forcément toujours bénis par la troupe. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sortes, pas 2 sortes, mais enfin, il y a des gendarmes comme le brigadier de Seillac qui s'occupe des déserteurs essentiellement, quoi, et il y en a d'autres qui sont sur le front pour empêcher les soldats de se tirer vers l'arrière, quoi, tout simplement. Et alors donc, là, ils n'étaient pas aimés, forcément, parce qu'ils étaient considérés aussi comme des planqués, quoi. Et les soldats, les poilus, ils considéraient qu'ils avaient assez de risques vis-à-vis de l'ennemi, c'est-à-dire des Allemands, c'est des Boches, et donc ils n'avaient pas besoin que quelqu'un les empêche de respirer vers l'arrière. Alors, bon, il y avait beaucoup de remarques vis-à-vis de ces gendarmes, et en particulier, parlons un peu de Céline. Céline, peut-être, c'est pas une référence. Néanmoins, quand il donne la parole à Bardamu dans, disons, son bouquin, et il explique il explique que la scène qu'il va décrire se passe 4 semaines après le début de la guerre. Et voilà ce que dit Bardamu. C'est à partir de ce mois-là qu'on a commencé à fusiller des troupiers pour leur remonter le moral, pour la rescouade, et que le gendarme s'est mis à être cité à l'ordre du jour pour la manière dont il faisait sa petite guerre, lui, la profonde, la vraie de vraie. Bon, puisque je suis avec des littéraires, disons, je vais me reporter à la description dans les Croix de Bois de l'exécution d'un fusillé pour l'exemple, aussi là-bas, et c'est le Verrier du Crou, qui a passé 48 heures sous les bombardements et qui, à un moment donné, se replie à l'arrière, et avec bien sûr ses armes, et son supérieur du moment de là le renvoie sur le front.
Malheureusement, un rapport est fait et le général estime qu'il faut absolument un exemple et qu'il doit être fusillé. Autrement dit, la première fois où Jarige a été retourné vers le front, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Alors là, on ne comprend pas. Et avec des circonstances atténuantes. Il fallait bien sans doute que les gens qui l'avaient jugé, parce que d'habitude, ça ne se faisait pas comme ça. Lorsque vous passiez devant le conseil de guerre, hein, en principe, on n'en échappait pas, quoi. Et alors lui, une première fois, il en avait échappé. Et donc, la deuxième fois, c'était encore plus grave. Et donc, il est vraiment possible qu'il était déjà atteint mentalement. Alors, l'arrestation, comment elle s'est faite là, d'après le rapport de lieutenant de gendarmerie. Alors, donc le 8 mai 17, vers 16h, les gendarmes temporaires Binatier et la brigade de Seillac, de service à la foire de Chamboulive, étaient prévenus par le maire de cette localité que le soldat Jarige, Louis, déjà arrêté comme déserteur, était de retour chez lui à Vernéjoux, hameau de la commune de Chamboulive, et qu'il venait d'en aviser téléphoniquement leur chef de brigade. Celui-ci, le brigadier Dutheil, arrivé quelques instants plus tard, etc. Arrivé sur les lieux, à 19h, est prévenu par un conseiller municipal que Jarige était en possession d'un fusil modèle 1886 et de nombreuses cartouches et avait formellement manifesté l'intention de s'en servir contre ceux qui voulaient l'arrêter. Il se bornait à exercer pendant la nuit une surveillance aux abords de sa demeure. Il savait d'ailleurs que ce déserteur, lors de sa première arrestation, a motivé la situation à l'ordre de la Légion du 1er avril 1917. C'était réellement un malfaiteur dangereux. Alors donc, là, c'est à partir de là que commence la stigmatisation de ce déserteur dit meurtrier. Et alors, donc, on s'attend normalement à ce qu'il passe devant un conseil de guerre. Et ce n'est pas ce qu'il se passe. Parce que, bon, les autorités militaires se rendent compte qu'il n'est pas dans son état normal et qu'il n'a rien à faire en prison, mais qu'il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. Et alors, il se retrouve à Nogent, qui était l'hôpital psychiatrique de Limoges. Alors, tous les documents qu'a recherché Gilles, là, de ces documents, il ressort qu'il a même été réformé à 100%, il a été autorisé à percevoir, disons, la retraite du combattant. Son épouse a obtenu les avantages de veuve de combattant et ses enfants étaient des puits de la nation. Autrement dit, la justice militaire lui avait rendu hommage. Et avait constaté qu'il n'était pas considéré comme, disons, un coupable. Mais ça n'a pas empêché que la stigmatisation continue. Et à partir de ce moment-là, on a essayé d'oublier ce qui s'était passé. Alors il y a différentes rumeurs qui ont circulé. Bon, il avait tué un gendarme, il avait tué un facteur, il avait été fusillé, et même il n'y a pas très longtemps, la famille m'avait dit, il a disparu sur le front. Alors, il a été porté disparu sur le front. Or, Jarige avait été, à la suite de sa blessure, avait été amputé du bras droit. Et alors, pour on voit sur le front quelqu'un avec un bras en moins, surtout le bras droit,
c'est pas toujours évident. Hein. Alors mais n'empêche que un non coupable, quelqu'un de blanchi par la justice militaire, en gros, eh bien, il a été stigmatisé plus que toute son existence, quoi, puisque finalement, après, une fois qu'il a été mort, on a essayé de ne plus en parler, parce qu'il faut aussi penser au climat de cette époque dont je vous ai parlé. Eh bien, il y avait, j'ai eu même cette réaction, mais si tout le monde avait fait comme ça, hein, alors donc, ça irait pas, quoi, parce que là, parce qu'il voulait revenir chez lui, c'était peut-être compréhensible, mais enfin, il fallait qu'il fasse d'abord son devoir, quoi. Et il ne l'avait pas fait, quoi. D'après le climat du moment, quoi. Alors, là, la question qui va se poser, on reviendra après, mais je ne voudrais pas monopoliser trop la parole, et j'en reprendrai peut-être, c'est que une fois qu'il a été là-bas, bon, personne plus a eu de renseignements précis sur lui. Et maintenant, mon ami Chalot, qui était plus ou moins parent avec lui, et qui voulait avoir des renseignements sur sa mort, et qui n'en a pas trouvé à la mairie de Chamboulive, eh bien, Gilles s'est rendu compte que là, il avait eu son acte de décès à la mairie de Chamboulive, mais que pour diverses raisons, le décès n'avait pas été transmis à la mairie de son lieu de résidence où il aurait dû être transmis. Donc, son existence était niée en quelque sorte. Alors, aussi, la question se pose de son absence sur le monument aux morts de Chamboulive, qui est sa commune de résidence, ou d'Ébury, qui est sa commune de naissance. Alors là, normalement, à cette époque-là, pour être sur, même peut-être toujours, je crois que c'est la même chose, pour être sur le monument mort, il faut être déclaré mort pour la France. Alors, mais avec des nuances, puisque sur le monument aux morts de Seillac, il y a un mort pour la France qui est resté, disons, jusqu'en 2008, sans être sur le monument aux morts de Seillac. Or, seulement ce mort pour la France avait passé devant un conseil de guerre, avait été condamné à mort et avait été fusillé. Et donc, je pense que jusqu'en 2008, les municipalités qui se sont succédées à Seillac ont considéré qu'elles ne pouvaient pas mettre sur leur monument aux morts, même si sa place y était, quelqu'un qui avait été condamné à mort et fusillé. À contrario, il y a le plus jeune mort de la commune de Saint-Jalles, Marsalé, qui finalement y figure sur le monument de Saint-Jalles. Or, Marsalé a été condamné à mort pour avoir descendu le brigadier, c'est pas un brigadier d'ailleurs, c'était un soldat de son régiment qui était venu l'intercepter alors qu'il voulait passer dans les lignes ennemies, quoi. Et alors là, le maire de Saint-Jalles a considéré que la famille était suffisamment, disons, affectée par cette mort qu'il valait autant le mettre avec les autres morts de Saint-Jalles sur le monument aux morts. Et là, il me manque des éléments, mais je sais que normalement, il y avait une liste qui était adoptée par les conseils municipaux pour
établir la liste des morts qu'on mettait sur le monument aux morts. Et je suppose que le monument aux morts de Saint-Jal étant élevé, dressé en 1926, peut-être le calme s'était déjà un peu établi, et puis ils n'ont pas fait de liste, et puis ils ont mis sur le monument aux morts ce qui leur a plu, et ils ont pensé que Marseillais avait sa place aussi parmi les autres sur le monument aux morts, et voilà, on l'y a mis, et puis ça s'est passé normalement. Alors voilà, la présence de Jarige sur un monument aux morts, il est mort, il n'avait pas demandé à partir à la guerre, hein. Ce sont ceux qui ont mené la guerre d'une certaine façon, qui ont aussi leurs responsabilités. Alors voilà. Là, par exemple, si c'était le monument de Ned en Haute-Vienne, ça poserait moins de problème puisque le monument de Ned, il est aux enfants du pays, morts pour la guerre. Ceux de l'église au bois, de la Selle, de Rampenat, d'autres endroits de Corrèze, ne sont pas aux morts pour la France, ils sont aux victimes, aux enfants du pays qui ont, ou martyrs, pas aux martyrs, j'en connais pas. Et puis, finalement, le fameux monument aux morts de l'ensuite. Alors voilà, c'est quelque chose, c'est un problème, voilà. Bon, peut-être que notre ami Chastre, qui doit être quelque chose. Vernéjoux est situé sur la route Userche, Ébury, Le Lonzac. Cette route traverse la Vézère, sur un pont bien sûr, au lieu dit le pont de Vernéjoux. À l'époque, c'était un pont suspendu. C'est ma mère qui était originaire de ce village de Vernéjoux, où j'ai d'ailleurs toujours de la famille. Ma mère était née en 1895, donc vous voyez, elle était largement majeure en 1917. Mon grand-père, qui s'appelait Chavant, grand-père maternel donc, avait fait la guerre de 1870. Il avait d'ailleurs une toute petite pension parce qu'il avait été blessé à un bras. Et vous savez, il était paysan, comme tous les gens de ce hameau de Vernéjoux. Et il avait de nombreux enfants, il y a eu 7 enfants. C'était une petite propriété à l'époque, on n'avait même pas 10 vaches. Donc, ce n'était pas la fortune, bien entendu. Cette toute petite pension, même si elle n'était pas haute, pas très élevée, c'était un tout petit revenu qui tombait régulièrement et c'était appréciable. Mon grand-père avait été conseiller municipal, Chambolive. Il faisait partie notamment de ce qu'on appelait à l'époque le bureau de bienfaisance. Maintenant, c'est les CCAS dans les communes, les centres communaux d'action sociale. Ce qui le faisait revenir d'ailleurs quelquefois de Chambolive fort tard, les réunions étaient le soir. Enfin, ça, c'est l'anecdote. J'ai entendu parler de Jarige par ma mère. Elle avait été très impressionnée, bien sûr. C'était un événement qui ne pouvait que rester dans sa mémoire. Et ce qu'elle m'en a dit, c'est que ce pauvre Jarige était considéré comme incapable de repartir. Pour elle, et sans doute pour une partie de la population de Vernéjoux, il avait vécu vraiment des atrocités, des choses vraiment épouvantables qu'il ne pouvait pas supporter à nouveau. Du moins, c'est de cette façon-là qu'elle me l'a présenté. Alors, dans ce qu'elle m'a dit, à diverses reprises, bien sûr, il était question du gendarme qui avait été victime, et il ne faut pas l'oublier bien sûr, mais aussitôt, lorsqu'elle en parlait, elle revenait sur le sujet de Jarige. C'était le gars du village, c'est celui qu'on plaignait, plus ou moins consciemment, mais en numéro 1. Et elle ne m'a jamais parlé de sa destinée postérieure au drame. C'est toi, Michel Agnew, qui m'a appris ce qu'il était devenu. En tout cas, ça avait laissé un souvenir, bien sûr, indélébile
dans le village. Ce village, j'en dirais aussi qu'il est un peu particulier dans la commune de Chamboulive. Il est très excentré, et il vivait, je ne sais pas comment c'est maintenant, peut-être encore un peu, il vivait autant avec le Lonzac qu'avec Chamboulive. C'est d'ailleurs un peu équidistant. Mon oncle, qui plus tard a succédé à son père, allait aux foires du Lonzac très régulièrement. Je dirais aussi, pour l'anecdote également, c'était vraiment un gros village, il y avait de nombreux feux, comme on disait, et il y avait une école qui a tenu jusque vers les années 60 et quelques, Michel, je pense. Oui, Madame Agnew. Si je dis 1960 et quelques, c'est à peu près exact. Allez, on va rester un peu dans le vague. Et il y a eu aussi, ça aussi c'est pour l'anecdote, un temple protestant vers les Joues. Il se trouvait à la sortie du village, sur la route de Chamboulive. Oh, c'était quelque chose de modeste, j'ai entendu dire qu'il était fait en planche. Mais pourquoi un temple protestant? Alors, on n'est pas tellement loin de Madrange, mais enfin un peu quand même. Enfin, je vous le signale, même si ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, je n'apporte pas beaucoup de précisions supplémentaires à ce que vient de dire Michel Agnew. Voilà ce que j'ai entendu dire. En tout cas, ça avait frappé énormément la population, sûrement à cette époque-là. J'ajouterais que 3 de mes oncles, en 14-18, qui ont été mobilisés, qui sont allés au front, et en sont revenus. Pas seulement pour eux, mais ont fait pratiquement toute la guerre. Et il est arrivé dans la petite propriété, comme chez d'autres, que mon vieux grand-père, qui avait fait la guerre de 1870, était obligé de faire fonctionner la ferme, enfin de faire face au labour, aux récoltes, à la fenaison, tout seul, alors qu'il était déjà âgé, avec les gamins et les filles. Les plus jeunes étaient les filles, pour faire les récoltes et pour faire face. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est produit dans bien d'autres exploitations agricoles. Merci Jeannot. Eh bien, une personne a refusé la guerre, à vouloir rentrer chez elle, justement, même si ça semble complètement absurde de rentrer chez soi alors que c'est là qu'on va se faire arrêter, quoi. Donc on comprend bien la folie guerrière et ce qui entraîne la guerre pour les hommes, pour la population, quoi. Au-delà des combattants, parce que bon, il y a aussi les civils, combien de veuves, combien d'enfants orphelins. Donc moi, ce que je tenais à dire au nom du mouvement de la paix, c'est nous sommes une organisation pacifiste et c'est important ce que fait la RAC aujourd'hui, parce qu'organiser cette conférence, c'est se permettre de se cultiver, perpétuer ce qui s'est passé. Et avant de venir, j'en en parler en famille, parce que bon, chez moi, on est comme beaucoup de familles, une majorité des familles en France, hein, on a été victimes autour de nous de gens qui sont décédés au combat. Donc moi, j'ai grandi là-dedans, voilà, parce que c'était des gens assez proches qui sont décédés, et mon grand-père était né en 1900, donc c'est son frère qui est décédé, donc il m'en a beaucoup parlé, quoi. Et j'en parlais avec ma mère qui me disait qu'on était un peu toujours dans des choses du passé, entre guillemets, quoi. Bon, je vous rappelle que le 11 novembre, on se donne rendez-vous à Jansiou, hein, pour demander la paix dans le monde, quoi, à l'occasion de l'armistice du 11 novembre. Et maudite soit la guerre. Et donc, moi, ce que j'ai répondu à ma mère tout à l'heure, c'est bien, je pense que ce que tu nous as expliqué, quoi, c'est que celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. Et même si ça paraît très loin, quoi, alors je vous dis, moi j'en ai entendu parler parce que bon, j'avais de la famille qui était âgée, quoi. Mais aujourd'hui, surtout si les manuels d'histoire ne donnent pas ce que tu viens de nous dire, quoi, ça peut paraître très lointain, quoi. Et si on n'a pas de culture, on ne peut pas s'imaginer forcément ce qui rend fou, quoi, les bombardements, les tranchées. Donc je crois que c'est important de faire ce que tu fais aujourd'hui, quoi, et de continuer à apporter le message de paix, quoi, voilà, et ce qui s'est passé en 1914-1918, ça continue aujourd'hui, sous d'autres formes, parfois encore plus violentes. Et voilà, et donc des
des cas de déserteurs comme celui que tu viens de nous parler, il y en a partout dans le monde. Et y compris en France avec les soldats. On voit bien que parmi le personnel militaire aussi en France, bon, on a vu récemment, il y a eu une vague de suicides. Bon, donc c'est bien que la guerre, c'est pas la solution, quoi. Voilà. Et ça, c'est notre combat et on va le continuer, quoi. Merci Michel. À partir du cas de Jarige et d'autres aussi, parce qu'on combat sur les 4 fusillés par exemple de la Corée depuis longtemps, mais est-ce que refuser de mourir, est-ce que c'est condamnable? Dans les conditions inhumaines imposées par ce conflit, d'aucuns furent condamnés pour vol, pour rapine, d'autres pour mutinerie, certains parce qu'ils étaient pacifistes, affirmés, d'autres parce qu'ils refusaient simplement de monter à l'abattoir, et ça c'était depuis le début du conflit, en 1914, c'est-à-dire que dès 1914, il y a eu des fusillés, pour exemple, dès le début, et les plus grandes frappes, on va dire le plus grand nombre de fusillés, c'est 1914-1915. Alors, quoi qu'il en soit, je dirais, c'est par conviction de refuser d'aller à la guerre, ou par peur. Est-ce qu'on peut reprocher à l'être humain de refuser de se précipiter vers sa propre inévitable mort? Est-ce qu'on peut reprocher à des soldats russes qui étaient engagés, qui étaient échangés contre des fusils en France et qui se sont retrouvés après à la Courtine parce qu'ils étaient mutinés, est-ce qu'on peut leur reprocher simplement de vouloir rentrer chez eux auprès de leur famille? Parce que la plupart des soldats, quels que soient les pays, ont été arrachés aux leurs, ont été arrachés à leur famille, quel que soit le mode d'engagement dans la guerre. Alors c'est pour ça aussi que la libre pensée considère que la réhabilitation collective est une question de justice et de dignité. Dignité pour les fusillés, pour toute la population, mais dignité aussi pour les familles. Les familles, et je voulais citer quelque chose parce qu'il y a eu aussi une honte sur les familles et leurs descendants. On considérait qu'il fallait enlever la honte que les familles ont dû supporter jusqu'à la génération actuelle. Il y a eu 2500 condamnés à mort dans les conseils de guerre. 639 fusillés. Le chiffre, on dit 639, c'est parce qu'à un moment donné, un sous-ministre a dit c'est 639, ils ont dit bon, on a dit 639, ils ont fait les calculs. À l'époque, on disait 650, 650, on ne sait pas. Et on ne parle pas de ceux qui ont été condamnés, fusillés ou exécutés dans le sang conseil de guerre. L'appel des descendants des familles des fusillés, par exemple, disent ce n'étaient pas des lâches, ils n'étaient pas coupables, tout le monde le reconnaît. Alors qu'ils étaient innocents des crimes qu'on leur a attribués, il faut les réhabiliter. Depuis 14-18, nos familles attendent qu'on rende leur honneur aux nôtres et à leurs familles. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative prise par la libre pensée et d'autres, accompagnée d'autres, d'ériger un monument en leur honneur sur la ligne de front. Assez de douleur, assez de pleurs, assez de honte, assez de souvenirs dévastateurs et destructeurs. Notre honneur et notre droit, la justice nous est due. Et ça, c'est la question des familles, c'est-à-dire l'honneur des familles, l'honneur des soldats. Mais, et là, je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit par Michel dans son exposé, c'est que dès août 14, dès le début, on peut dire que la guerre ne se contente pas de tuer ou de lacérer les corps, mais elle commence tout de suite à dévaster les têtes. Les hommes ont peur. Les bombardements, les blessures inimaginables, aussi une propension de l'état-major à considérer les soldats atteints de troubles mentaux, que l'a dit tout à l'heure, comme des simulateurs ou des planqués. Plusieurs d'entre eux, malgré les troubles aujourd'hui bien connus, ont été sans ménagement. La brutalité du traitement essentiel agressif par des moyens électriques, renvoyés au front. Les malades qui refusaient le traitement étaient aussitôt perçus comme suspects transférés dans un tribunal de guerre. Ceux qui ne guérissaient pas étaient considérés comme de mauvaise volonté. Certains se retrouvèrent exécutés,
sans conseil de guerre, alors qu'il ne simulait absolument pas. Combien de déstabilisés, et moi je pose la question devant tout le monde dans cette assemblée, qui ne deviendrait pas fou dans ces circonstances? Voilà. Voilà ce que je voulais dire au nom de la libre pensée, et c'est pour ça qu'on a ce combat en commun, les droits de l'homme, avec le mouvement pour la paix, avec la RAC. La réhabilitation collective permettra à la fois de donner justice et de permettre finalement de fermer une période historique qui est celle de ce massacre, de cette boucherie qui était faite au compte des impérialismes et qui aujourd'hui d'ailleurs, je me permets de le dire, au regard de la situation actuelle. En 1916, dans son congrès national, la Bourg et Valence, la libre pensée précisée, et je vous lis simplement un extrait. La libre pensée s'est fixée pour but de faire un travail de vérité au milieu du déferlement des reconstitutions officielles diverses et variées, où le ridicule le dispute souvent à l'autosatisfaction hypocrite d'une paix prétendument garantie par l'Union européenne. Autosatisfaction oubliant au passage la guerre de dislocation menée contre l'ex-Yougoslavie par l'OTAN, dont les pays de l'Union européenne sont membres, ainsi que les interventions et missions diverses via des opérations militaires et des ventes d'armes dont se rendent coupables nombre de pays de l'Union européenne. Et singulièrement la France, pacificatrice, entre guillemets, bien connue, dont les dirigeants s'obstinent à perpétuer le passé colonial sous d'autres formes politiques, sans doute, mais en continuité complète avec le militarisme ennemi des libertés et vices ancestrales récurrents de notre pays. Voilà ce que je voulais dire dans les Français par rapport à cette discussion sur la boucherie de 14-18. Merci. C'est-à-dire comprendre que la réhabilitation collective est nécessaire, que la France est au dernier rang, puisque l'Angleterre et l'Allemagne ont depuis longtemps réhabilité tous les soldats morts pendant la guerre 14, y compris ceux qui avaient déserté, ceux qui... Bon, alors, il y a quelque temps, j'ai rencontré l'ancien ministre des anciens combattants à Avril, là, lors d'une... je crois que c'était pour la NACRE, et je lui ai posé le problème, et il m'a répondu, oui, mais on veut bien faire quelque chose, mais il y a eu des criminels. Mais les criminels, c'est la guerre qui les a rendus criminels. Donc ils méritent aussi la réhabilitation. Merci. Moi, c'est juste pour une information, parce que je trouve que le débat qu'a posé Michel, c'est bon. Oui, moi, je serais un petit peu à côté du débat. Je voulais vous dire que suite à une conférence sur la généalogie, on a trouvé dans le petit village de Malange 3 poilus qui sont morts pour la France et qui ne sont pas inscrits sur le monument. Donc, on va le faire le 11 novembre, donc on ne sera pas Jean Sioux. On regrette, mais enfin, il faut bien, on ne peut pas être partout. Donc je crois qu'il y a aussi tous ces... Je crois que dans notre commune, on doit aussi aller chercher tous ces gens qui n'ont pas été, en fin de compte, qui n'ont pas été reconnus morts. Et par contre, le débat sur la désertion, sur tout ça, je crois que c'est un débat très intéressant, mais il faut qu'on se pose. Parce que, si vous voulez, sur ce qui est l'arme, sur ce qui est le pacifisme, c'est vachement compliqué, en fin de compte. Moi, je suis président de l'ANACRE Trégnac. Bon, je suis aux commémorations aussi pour commémorer des gens qui ont résisté. Alors, c'était des héros, c'était des terroristes, c'était... Tout ça me pose question. Alors, peut-être parce que je deviens vieux, mais je pense que c'est un débat vraiment très intéressant. Et le débat qui est posé sur... Alors, sur les fusillés, pour l'exemple, je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi, je suis complètement... sur le fait qu'il faut reconnaître, ils sont morts comme les autres, quoi, c'est évident. Mais je crois qu'il y a plein d'autres problèmes à poser, et je crois que cette idée de conférence sur cet homme qui a déserté me paraît très intéressante, et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus, quoi.
Et merci Michel. Je serai bref, mais moi je voudrais aborder le débat un tout petit peu différemment de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que je vois une situation à une époque donnée et je regarde l'époque dans laquelle je vis, avec ce que je ressens, dans ce que nous entoure. Cette situation qui n'est pas une situation de paix, nous sommes dans un état d'urgence, à tel point qu'on veut mettre l'état d'urgence dans la Constitution. Autrement dit, qu'on n'en sorte plus aujourd'hui. Autrement dit, vous voyez ce qui s'est passé à une époque troublée, en difficulté. Imaginons-nous ce qui peut se passer aujourd'hui, avec les moyens mis en place, si ça devient une institution, si ça devient le droit, et le droit de tous les jours. On n'est plus dans l'exception. Donc, autrement dit, on risque de se retrouver, alors, pas exactement dans la situation, mais avec des gens qui vont vouloir résister aussi, qui ne vont plus supporter ce qu'on leur oblige, ce à quoi on les oblige au quotidien. Vous voyez le recrutement aujourd'hui de l'armée, de toutes les armes, les budgets de la défense qui explosent, au détriment de tous les autres budgets qui s'écroulent. Alors, on parle de l'enseignement, on parle des hôpitaux qui sont aux abois. Et nos facteurs sont en grève en ce moment. Vous allez me dire, ils sont plus dans la fonction publique, ceux-là. D'accord, ok. Mais la situation globale se dégrade, mais dans le même temps, les moyens de répression se renforcent. Et c'est bien de la répression dont on parle dans le cas du soldat Jarige. Alors bien entendu, un cas particulier avec quelqu'un qui n'avait peut-être plus à ce moment-là toutes ses facultés, mais je crois qu'on risque, si on n'y prend pas garde, à avoir des moyens d'oppression qui risquent de nous faire perdre à pas mal d'entre nous nos facultés aussi. Voilà, moi je fais ce lien aujourd'hui, c'est en particulier, un, pour connaître l'histoire, mais deux, pour la replonger dans notre histoire à nous tous. Merci. Parler comme ça, peut-être par toi d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de détails sur cette histoire de ce fameux soldat Jarige. Et alors, je veux dire qu'il y a une chanson formidable qui s'appelle Le Déserteur et qui a tout dit et qui veut tout dire. Et cette chanson, elle a été interdite. Pourquoi elle avait été interdite? On tombe en plein dans ce que tu as expliqué tout à l'heure. Rien de plus beau que la guerre 14, ben, je pense bien, oui. Rien de plus affreux, rien de plus horrible. Mais Le Déserteur, la chanson, elle disait tout ça. Boris Vian, je crois, hein. C'est ça. Oui, mais écoute, pour qu'on la sache, Momo, hein, Oui. pour qu'on ait une idée de ça, Oui. peut-être ce serait pas trop qu'on ait quelqu'un qui nous la chante. Hein. Oui, mais je la connais pas. Ah, Je la connais pas par cœur. Je connais un certain nombre de paroles. Je l'ai à la maison. Si j'avais su, je l'aurais porté, j'ai oublié. Oui, et alors c'est pareil, l'interdiction était aussi. Mais si quelqu'un la connaît, je voudrais bien, oui. Parce que Le Déserteur, c'était en temps relativement de paix, Oui. et alors donc elle était interdite si tu veux, mais avec des risques moindres que la chanson de Craon. Hein, Oui, parce oui, que oui. la chanson de Craon, si tu te faisais prendre à chanter la chanson de Craon, ton compte quelquefois était bon. Oui, oui, oui. Voilà. Plus en détail de ce qui s'est passé avec notre soldat Jarige. Mais avant de venir là, il me venait comme ça, vous savez, même au volant de la voiture ou au jardin. Je sais pas, je me suis dit, mais sans savoir toute l'histoire, je me suis dit, mais c'était un sacré résistant. Alors, tu as dit qu'il avait sans doute peut-être tourné la tête avec ce qu'il avait vécu et tout, sans doute, comme beaucoup, c'est arrivé à beaucoup à l'époque. Mais imaginons que le geste de Jarige, ou son refus en quelque sorte de repartir au front, imaginons que des millions de soldats, j'imagine l'inimaginable, que les millions de soldats qui étaient sur le front de tous les côtés aient refusé de se battre et de servir. Imaginons, mais la face du monde aurait été changée à l'époque.
Moi, je pose une question. C'est grandement changé, mais je rêve bien là. Mais il y a eu d'autres exemples, comme c'est les soldats du 17e qui ont refusé de tirer sur les vignerons. Et aussi, c'était de la bravoure, hein. C'était de la grande bravoure. Alors, eh bien, oui, il faut que partout, grâce aux associations aussi qui font beaucoup en ce sens, eh bien qu'on puisse s'opposer de plus en plus fort aux guerres actuelles et aux guerres en préparation par tous ces fauteurs de guerre qui existent toujours. Et bravo au mouvement de la paix. Moi, j'apporte à beaucoup de monde de la paix pour d'autres raisons, parce que je suis peut-être un peu trop pris par des soucis personnels. Mais voilà, voilà ce que je voulais exprimer. Et encore merci à toi, Michel, et à d'autres ici d'avoir organisé cette conférence, parce qu'une conférence comme celle-là, si elle pouvait se multiplier partout en France, eh bien, ça contribue à aller dans le sens que vous souhaitez. Oui, mais ton rêve est dangereux, Jean-Pierre. C'est pour ça que comment dirais-je, avec Clémenceau, on explique aux petits que les traîtres sont punis de mort, les défaitistes sont emprisonnés. Alors donc, voilà, il y a des mesures pour que ton rêve ne soit pas une réalité qui sont prises. Hein. Mais n'est-ce pas pour le rêve de Jean-Pierre qu'ils ont tué Jaurès? Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Jaurès, la première victime de la guerre 14, bravo, bravo de l'avoir appris. Bon, alors ne vous sauvez pas trop vite, parce qu'on est en train de vous préparer un désaltérant, quoi. Michel, Oui. Puisqu'on parle de rêve, Oui. J'ai lu un livre, là, il y a peu de temps, quelques semaines, même en pleine guerre de 14-18, il y a eu, est-ce que c'était des rêveurs, d'après ce qu'on vient de dire, on pourrait les qualifier comme ça, je fais allusion à ceux qui ont fraternisé. Ah oui. Et dans ce livre, il était notamment question de fraternisation entre Allemands et Anglais. Oui, c'est vrai. Mais il y en a eu aussi parmi les rangs français. Il n'y a pas énormément de littérature. D'ailleurs, le livre reste évasif sur l'ampleur de l'événement. Ils ont du mal à dire s'il y a eu... Et il y a eu évidemment réaction, étouffement de la chose, mais c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait piocher davantage. Je ne sais pas si au cours de tes recherches, quand on fait des recherches aux archives, on a un sujet et puis il arrive qu'on trouve des choses qui sont intéressantes. Je ne sais pas si tu as... Moi j'ai connu beaucoup de personnes, notamment mon père, mes oncles, côté maternel ou paternel, qui ont fait 14-18. Je ne leur ai jamais entendu parler de fraternisation comme ça. Oui, ça a existé. Et ça a existé d'autant plus que Barthas Tonnelier, lui, en raconte pas mal, il en raconte 2 ou 3, disons, en particulier celle où la pluie envahit les tranchées uniformément, qu'elles soient allemandes ou françaises, et que finalement les gars sortent des tranchées et puis finissent par se tendre la main, quoi. Là. Non, mais c'est un phénomène qui n'est pas mis... je crois qu'il y a un film qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Hein. Joyeux Noël ou quelque chose comme ça. Oui, qui a passé à plusieurs reprises à la télévision. L'action est située dans la période de Noël. Oui. Noël, il y a toujours au foot ensemble. Et même un phénomène curieux. La Croix de la Corrèze, qui était un journal qui a viré sur la collaboration, quoi, qui a été interdit. Eh bien, raconte une fraternisation de Noël en 1939, alors que nous sommes en pleine guerre, la drôle de guerre, c'est une guerre qui n'est pas une guerre, avec l'Allemagne. Et alors donc,
elle essaie d'en tirer les conclusions, si tu veux, en faveur de la religion catholique, puisqu'ils ont chanté les cantiques de Noël, tu vois. Pourquoi pas? Simplement, faut corriger quand même, parce que la chanson de Boris Vian, c'est 1954, la France n'est pas en paix. Ah oui. Elle vient de terminer la guerre d'Indochine, elle commence la guerre d'Algérie. Voilà, donc donc la censure n'a été levée qu'à la fin de la guerre d'Algérie en 62. Voilà, sur la chanson, concernant la chanson. Et puisqu'on parle de guerre, le 17 octobre prochain à Tulle, on commémorera, comme on le fait depuis 5 ans, devant la plaque que nous avons érigée, à la fois les élus de la ville et un collectif de citoyens, le massacre des Algériens qui se sont fait massacrer parce qu'ils se révoltaient et avaient organisé une grande manifestation pacifiste contre un cessez-le-feu, un couvre-feu qui ne les concernait qu'eux-mêmes, de façon complètement illégale, puisque on ne peut pas demander à des populations, ou une partie de la population, de ne pas sortir le soir. Et donc, ils étaient partis en famille manifester contre ce couvre-feu. Ils ont été massacrés entre un Algérien résistant et un gars du contingent, voilà, qui sont conduits que le gars du contingent a fait prisonnier, voilà. Et ce massacre a eu lieu le 8 mai 1945. Nous, on fêtait la libération et on massacrait les Algériens. Ah oui, mais ça, c'est les Algériens en Algérie, c'est là qu'on a massacré. On les a massacrés en Algérie, mais on les a massacrés aussi en France. Bon, voilà. Dominique, merci pour cette précision, pour cette heureuse initiative. Sans qui rien ne va arriver. J'ai donc aidé Michel, parce que je faisais un travail sur la liste nominative des morts de 14-18, un par un, ce qui n'avait jamais été fait, et puis au moment où j'ai terminé, ils ont balancé tout sur Internet, donc tout le travail que j'avais fait pendant plusieurs années était réduit à néant, parce que désormais on a accès aux sources des morts de 14-18. Alors je reviens un peu sur les affaires des monuments aux morts. Alors ces monuments aux morts, pourquoi il y a des noms qui manquent? C'est parce qu'il y a des listes qui ont été faites. Alors l'intérêt pour les maires, c'était souvent de mettre des familles parce qu'il devait y avoir des élections municipales en 1920, et donc l'intérêt était de mettre des familles, des noms de familles qui auraient amené à certains des voix, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient faire retirer des voix. Donc c'est pour ça que les monuments aux morts que l'on a actuellement, il ne faut pas les prendre tels quels. D'autre part, il existe des doublons et puis des noms absents. C'est pour ça que c'est une vision. D'autre part, vous avez une plaque dans l'église qui ne reflète pas forcément la plaque républicaine du monument aux morts. Donc il y a des cathos que l'on ne mettait pas parce qu'ils étaient trop cathos, et dans l'église il y avait des noms qui n'y étaient pas non plus. Donc c'est pour ça que le sang n'avait pas la même couleur, même après la guerre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ces monuments comme des témoignages, mais pas comme la réalité fidèle de ce qu'a été la guerre 14-18. Et moi j'avais donc fait la liste. Alors j'ai donc trouvé, j'ai fait une liste comptable seuls des monuments aux morts du département de la Corrèze. Le nombre total s'élève à 14 311 noms. Arrondissement de Brive, 4 924 noms. Arrondissement de Tulle, 6 387. Et arrondissement du Seine, 3 000. Mais donc, cette liste est donc à revoir, parce que, comme je vous ai dit, entre les doublons et les manquants, c'est assez compliqué. D'autre part, il y a dans l'état civil, il y a des fautes qui ont été faites sur la naissance, sur tout ça, parce que ceux qui remplissaient, les fonctionnaires qui remplissaient ça, ils n'avaient peut-être pas l'oreille comme il faut, pour certains noms de gens. Il y a beaucoup d'orthographe sur les noms, sur les prénoms. Il y a aussi des erreurs sur les dates de naissance, donc il faudrait reprendre un par un tous les morts et regarder, avec le registre des naissances pour voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que
à un moment, il en arrivait tellement que les fonctionnaires étaient débordés, hein, c'est la vérité. Donc ils ne contrôlaient pas trop. Merci Gilles, merci de m'avoir aidé aussi. Bon, alors, donc je voudrais quand même apporter un élément qui n'est pas déterminant, oui, qui n'est pas déterminant, mais enfin c'est une anecdote. Il se trouve que Jean Poumier, citoyen de la Grolière, a fait la guerre de 14-18 et en est revenu. En est revenu en particulier en assistant aux mutineries de la mer Noire, mais au départ sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et après, quand il a compris ce que c'était, il s'est retrouvé conseiller municipal de la Grolière. Et au moment où il fallait ériger les monuments aux morts, le Jean Poumier a proposé qu'on mette sur le monument aux morts mort pour les marchands de canons. Et alors, monsieur le préfet de la Corrèze n'a pas été d'accord. C'est parce que les listes étaient soumises à la préfecture, toutes les listes. Donc c'est le préfet qui disait oui ou non. Donc ça, ce genre de liste, de façon d'appellation ne serait pas passé. Oui, alors là, vous pouvez trouver contrôler la véracité de ce que je vous raconte en contrôlant le registre des délibérations municipales de la commune de la Grolière. Et ils ont quand même eu un monument aux morts qui a été érigé et donc inauguré en 1982. Oui. Et ce monument comprend la liste des morts de l'église de la Grolière. Oui, parce qu'il y avait une église. Juste deux mots. Oui. Il y a 36 000 monuments aux morts, à peu près, autant que par commune. Nous avons fait un recensement pendant des années, un recensement qui n'est pas terminé. On a trouvé entre 120 à 140 monuments qui sont des monuments à caractère pacifiant. Et Jansiou, c'est le plus connu. Ouais. Bon. Et je voulais vous donner cette deuxième information qui me paraît importante. Au début des années 20, la municipalité communiste de Tarnos, dans les Landes, a érigé un monument sur lequel il y avait toute une série de phrases inscrites et qui ensuite ont été retirées sur demande du préfet, de l'État, et qui ont été retirées il y a maintenant plus de 80 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que la municipalité actuelle de Tarnos a décidé de remettre sur le monument mort de la commune toutes les phrases qui avaient été enlevées avant la Deuxième Guerre mondiale, à plus forte raison pendant, et qui vont être ainsi rétablies dans leur intégrité. Et donc, je crois que cette histoire des monuments aux morts pacifistes dans notre pays, qui a été enfouie pendant des décennies, on va fêter cette année le 30e anniversaire du rassemblement annuel du 11 novembre à Jansiou. C'est à la fois beaucoup et peu. Monument qui n'a jamais été inauguré officiellement, qui a été érigé en 22, et il a fallu attendre 1988 pour qu'il y ait un certain nombre d'associations, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont les mêmes que celles qui ont convié à l'appel de l'ARAC à la réunion d'aujourd'hui, se retrouvent. Donc, même un siècle après, et pour les raisons qui ont été indiquées, l'histoire permet d'éclairer le présent et de jalonner l'avenir. Moi, j'avais en 2004, j'avais entrepris de faire du travail sur celui de Saint-Jean. Henriette a repris le travail avec beaucoup plus de détails et de précision. Des doublons, oui, effectivement. Des doublons, il y en a. Et des manques, et des manques, et des manques. Comment ? Et des manques. Dans les doublons. Autant, peut-être pas autant que des manques, mais enfin, il y a, voilà. Parce que vous aviez aussi le problème de la veuve qui était originaire de tel endroit, qui allait à la mort de son époux, et reparti à l'endroit où elle est. Et le maire, comme elle habitait là, il a mis sur le monument mort le nom
de son mari qui n'avait rien à voir avec la commune. Voilà, il y a aussi des monuments. En fait, du monument, on a 4 personnes du il y a monument. des personnes qu'on n'arrive pas à... 4 personnes, en fait, il n'y en a que 2. Voilà. Et il y en a 2 autres qui sont là, mais qui sont aussi à Chambouly ou à Exerche. Voilà, Voilà, donc il y a des additions et des soustractions à faire.